1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Super. Très bien. Alors, dans ce cas, on peut commencer ce live. Donc là, normalement, le live sur Facebook est en cours. Cette fois-ci, on n'a pas eu moins eu de problème qu'au premier webinaire. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce second webinaire qu'on organise pour lancer les groupes de travail donc dans les établissements qui sont engagés dans la démarche. Donc voilà, je suis en train de regarder le nombre de participants. Voilà, actuellement, on est à peu près une centaine de participants, donc c'est chouette. Voilà, donc du coup, je vais commencer par... alors moi, je me représente hein, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis Quentin Topin, donc chef de projet à la COP de étudiante et référent du coup du pôle COP. Donc j'organise plutôt ce qui se passe autour du volet vraiment COP. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est quoi? C'est de montrer l'intérêt de la mise en place de groupes de travail dans le cadre de la COP, de détailler la démarche que du coup vous allez suivre pendant ces quelques prochains mois, donc de mi-janvier jusqu'à fin mars, de vous présenter les axes de travail du coup qu'on vous propose, pour faire un petit tour d'horizon et mieux appréhender les problématiques pour orienter les recherches de solutions. Et puis il y aura une petite session questions-réponses aussi d'une trentaine de minutes. Donc, du coup, pour poser vos questions, donc là, je précise, pour ceux qui sont sur le live Facebook, vous pouvez poser vos questions. Donc, en bas, vous avez une section questions-réponses et vous posez vos questions, on pourra y répondre à l'écrit, voilà, comme on peut. Et puis, pour ceux qui veulent répondre, prendre la parole, vous pouvez aussi mettre votre nom, prénom donc dans une question et vous mettez après je veux prendre la parole. Voilà. Et donc, on vous donnera la parole pour poser votre question. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour le fonctionnement des questions. Et je pense qu'on peut, partir, du coup, si c'est possible de passer la slide suivante, s'il te plaît. Ouais, super, merci. Donc, voilà, alors, tout d'abord, un petit retour sur le premier webinaire, du coup, qui a eu lieu donc, mercredi dernier. Et donc, c'était un webinaire plutôt sous forme de débat. Donc, l'idée, c'était d'avoir toutes les parties prenantes un peu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y avait à la fois des représentants d'entreprises, des étudiants, des enseignants, et puis aussi des gens qui représentent plutôt des institutions. Et donc, on est assez content de ce webinaire débat. Du coup, voilà, pour vous donner quelques chiffres, du coup, il y avait à peu près 464 personnes inscrites au webinaire. Et il y avait à peu près une moyenne de 500 personnes connectées en direct sur Facebook et sur Zoom. Donc, on est très content. On a réussi à toucher du monde. Et d'autant plus que le débat était assez intéressant, notamment sur la fin. Donc, voilà, notamment, il y a des choses intéressantes entre des chercheurs, donc Laure et puis Julien, et puis du coup Fabrice Bonifay qui représentait du coup plutôt le côté entrepreneur. Voilà, donc là-dessus, vous avez le replay qui est disponible sur YouTube. Donc, vous avez le lien qui est là sur la slide. On va vous le mettre aussi dans le chat pour que vous puissiez avoir accès. On a une chaîne YouTube qui vient d'être créée pour ça. Vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs conclusions qui ont été dites, notamment pendant ce débat. Et donc, du coup, on va pouvoir, ça va vous donner des idées un petit peu aussi sur certains des axes de travail, hein, notamment sur... vous verrez, Clémentine vous présentera, mais donc sur la santé et les risques environnementaux. Donc voilà, ça vous allez voir. Donc voilà, pour le déroulé de ce webinaire, donc là voilà, j'ai commencé par introduire. Ensuite, du coup, Clémentine vous fera un petit retour sur les objectifs et la démarche de la COP2, l'intérêt des groupes de travail, la présentation de l'organisation des groupes de travail, donc en organisation interne, le déroulé des séances et le calendrier. Ensuite, il y aura le temps de questions-réponses. Et puis ensuite, il y aura une présentation de chaque axe de travail par Clémentine et Pierre. Voilà. Et puis, à nouveau, un petit temps de questions-réponses. Et puis, on pourra clôturer ce webinaire. Voilà, bon webinaire à toutes et à tous. Et du coup, je laisse sans plus attendre Clémentine
vous présenter du coup donc, un petit retour sur les objectifs et la démarche de la COP2. Bonjour à tous, moi je suis Clémentine Boulet, donc responsable régionale et bénévole au pôle COP donc de la COP2 étudiante. Donc pour reprendre un peu la COP, elle est organisée sous forme de 3 volets. Et donc, chaque volet a son objectif. Donc là, nous, on vous sollicite notamment pour le volet COP, qui a pour objectif de catalyser la transition écologique dans l'enseignement supérieur de la recherche donc, français, donc par la mise en place des groupes de travail et aussi par des réflexions qui seront menées le week-end du 10 et 11 avril au moment de la signature de l'accord de Grenoble. Donc vraiment, on voulait créer un cadre de discussion pour réfléchir à ce sujet-là. Ensuite, on a aussi le volet forum qui lui permet de mobiliser les étudiants et de faire le lien entre des associations et des entreprises engagées et les étudiants. Donc, ça se ferait sous forme de stands, de tables rondes, donc vraiment pour favoriser la rencontre. Et le troisième volet, lui, donc le festival, a plus pour but vraiment de sensibiliser un maximum, et notamment les plus jeunes, avec des conférences, des ateliers et des débats, quelque chose de beaucoup plus ludique pour toucher le plus grand nombre. Donc c'est aussi ce qui était prévu à la première édition de la COP, mais qui a dû être annulé. Donc par rapport à la crise sanitaire, on a dû penser à dématérialiser la COP. Donc déjà, ça passe par la mise en place des groupes de travail qui va pouvoir se faire 100% en ligne. Ça passe aussi par les webinaires qu'on organise et qui sont tous disponibles en replay. Cependant, on essaie quand même de réfléchir à un maintien d'une rencontre en présentiel à Grenoble, donc en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et on prévoit quand même un scénario de secours au cas où on pourrait vraiment ne rien organiser en présentiel et donc dématérialiser intégralement la COP en procédant à la réaction de l'accord et aussi aux échanges en visioconférence. Concernant plus précisément le volet COP, cette année, donc, on fonctionnait donc vraiment, on partait de la réflexion de groupes locaux, donc des groupes de travail dans les établissements, qui seront composés de 4 enseignants, enseignantes-chercheurs, 4 institutionnels et 4 étudiants, pour représenter les parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche. À partir de toutes les réflexions donc, qui sont menées par les groupes de travail et qui sont encadrées par les ambassadeurs, donc à raison de 2 par établissement, nous, donc les responsables régionaux au pôle COP, on va essayer donc, de faire une synthèse de toutes ces réflexions pour aboutir à l'accord de Grenoble qu'on présentera le 10 et 11 avril et qu'on présentera pour la signature et pour que les établissements puissent s'engager dans la réalisation de tout ce qui a été trouvé et de l'accord qu'on aura écrit. Ensuite, alors, on voulait un peu revenir sur pourquoi les groupes de travail et la forme des groupes de travail qu'on a mis en place. L'intérêt, en fait, c'était vraiment de créer un cadre et de mettre en place un suivi, une méthodologie autant pour les ambassadeurs que pour les groupes de travail pour favoriser l'émergence de solutions et des solutions trouvées donc, par les étudiantes, les enseignants-chercheurs et le personnel de l'établissement, donc pour les établissements, pour que ce soit des solutions réellement adaptées et pas contraintes par quelque chose par une loi ou quoi que ce soit. Dans la formation des groupes de travail, on a aussi donc, fait en sorte que toutes les parties prenantes soient représentées. Et c'est vraiment sur un des points sur lesquels on insiste dans la constitution des groupes de travail, parce qu'on trouve que c'est vraiment important que chacun ait son mot à dire et qu'on réfléchisse tous au même titre. Ensuite, l'organisation telle qu'on l'a conçue va nous permettre de faire une harmonisation très rapide et une synthèse qui sera mise en commun régulièrement. Tout ce qui va être réfléchi par les groupes de travail seront mis en commun et partagés sur un site donc, grâce au suivi qu'on va mettre en place. Et tout ça, en fait, c'était vraiment pour favoriser le partage et l'émergence d'idées et pour sortir du cadre enseignant-apprenant et pour qu'on puisse discuter ensemble sur des sujets qui nous touchent tous au même titre et
où on a tous vraiment notre mot à dire et on peut apprendre des uns et des autres. Donc, je vais laisser Pierre maintenant présenter plus précisément l'organisation interne de la COP. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Pierre-Marie. Je suis responsable régional et bénévole à la COP aussi. Je m'occupe du groupe 6, donc plutôt de Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire. Donc pour vous expliquer un petit peu comment on s'est organisé, on est du coup 13 responsables régionaux répartis sur le territoire en binôme, sauf pour l'Île-de-France où il y a 3 personnes par rapport au nombre d'établissements qui est un peu plus conséquent. Donc, en tant que responsables régionaux, on sera la clé d'entrée au sein du pôle COP avec vos ambassadeurs. Le rôle d'ambassadeur sera d'être en lien avec nous et nous, on accompagnera ces ambassadeurs ainsi que les groupes de travail tout au long de ce projet. Donc, du lancement qui a lieu demain, du coup, et donc jusqu'au suivi et à la finalisation de ces différents groupes. Voilà comment on va fonctionner pendant 3 mois ensemble, jusqu'à fin mars. Et tu peux passer à la slide suivante si tu veux. Et donc, du coup, comment vont s'organiser ces 3 mois? Et entre autres, ce lancement de ce projet très ambitieux. Alors, on va vous proposer 8 axes de réflexion que vous allez avoir dans les documents que nous allons vous fournir. Dans ces 8 axes, vous aurez au choix, en fait, parmi les 2 volets, 3 axes à sélectionner parmi vos groupes de travail. Il faudra en choisir 2 dans le volet 1 et 1 dans le volet 2. On a choisi on avait une préférence et on a choisi de mettre un point un peu plus fort dans le volet 1 parce que les sujets nous semblent plus importants. Et donc, dans cette organisation, vous aurez donc 12 heures de réflexion par groupe de travail pour idéer sur ces 3 axes, ce qui revient à 4 heures par axe. Ce n'est pas énorme. Donc, il faudrait être efficace. Et pour ça, on vous propose déjà des documentations et des outils sur lesquels on a travaillé pour que vous ayez de la matière déjà préparée pour pouvoir avoir une réflexion assez rapide et avoir déjà un état des lieux préparé. Mais avant de se lancer dans toute cette réflexion, on vous invite à vous rencontrer une première fois en faisant une réunion d'1h30. Le format nous semble assez intéressant pour 1h30 pour vous rencontrer et faire connaissance, pour pouvoir avoir un lien plus facile par la suite, pour travailler de manière plus efficace. Et puis, c'est toujours plus sympa aussi de créer des liens auparavant. En plus de ça, cette première rencontre permettra donc du coup de sélectionner ces 3 axes, mais aussi de se fixer sur le calendrier et puis de faire peut-être une activité brise-glace pour faciliter tous ces échanges. Il y a également, donc du coup, on parle de 3 axes, mais si votre groupe de travail se forme un peu plus tard dans le temps, on a souvent cette question-là, vous n'aurez peut-être pas les 12 heures nécessaires à cette réflexion-là. Vous pourrez toujours sélectionner 2 axes, donc un axe sur le volet 1 et un axe sur le volet 2, et vous concentrer sur ces 2 axes-là. Donc, pour revenir sur la documentation et les outils qui sont à votre disposition, donc, comme je vous le disais, le rôle de responsable régional, ça va être de voir ce suivi personnalisé là. Donc, avec les ambassadeurs, vous pourrez contacter les ambassadeurs pour leur poser des questions. Et s'ils n'ont pas les réponses, on pourra intervenir à ce moment-là avec eux. Tout au long du projet, on sera là pour ça. Il y a également un site web, donc le site web de la COP2 étudiante, et une plateforme pour les ambassadeurs et les ambassadrices, où là, il y aura toute la documentation nécessaire au suivi du projet et puis même pour nourrir tous les membres de vos groupes. Et il y a également, donc je ne sais pas si vous connaissez pour la plupart, j'imagine que oui, puisque c'est un outil qui monte en puissance aujourd'hui, la fresque du climat qu'ils ont adaptée au vu du contexte actuel en ligne. Donc, on vous propose de la faire avec votre groupe de travail. C'est un outil de communication et de sensibilisation aux enjeux climatiques très important et à titre personnel avec lequel on apprend énormément de choses, mais il est un petit peu long. Ça dure 2 ou 3 heures et donc si vous avez le temps, vous trouvez le temps à 10 ou 12 personnes de vous organiser pour participer à une fresque ensemble, ce serait encore mieux parce que vous aurez des clés de compréhension un peu plus globales importantes et vous aborderez en fait vos groupes de travaux de manière plus sereine avec ces clés de connaissances. Et puis, il y a également la formation campus responsable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive avec plus de 40 établissements avec qui on a une discussion engagée et 80 ambassadeurs. Donc, ça représente un travail final imposant et ça va être génial. Donc, ensuite, en ce qui concerne le calendrier,
Donc aujourd'hui, on vous annonce le webinaire de lancement pour que dès demain, vous puissiez démarrer vos groupes de travaux de votre côté. Cette date n'est pas une date butoir, hein. Vous pouvez, comme je vous le disais, vous pouvez lancer des groupes de travaux un petit peu plus tard dans le temps, mais vous allez, commencer le 1er mars, ce sera un petit peu délicat, mais on vous laisse une marge de manœuvre pour pouvoir vous organiser et commencer un peu plus tard, et quitte à travailler sur moins d'axes. Le principal, c'est que nous, on est de la matière derrière pour pouvoir, à partir du 29 mars, où les groupes de travaux seront clôturés, on commencera à faire une synthèse de tout ce que vous aurez idéé et tout ce que vous aurez produit pour faire le document final, donc la synthèse de tous ces travaux-là au niveau national, qu'on proposera ensuite plus tard dans le temps. Et le moment le fort de l'année, et puis dans ce projet-là, ce sera le 10 et 11 avril, donc pour l'accord de Grenoble, où là, il y aura l'événement et dont on vous parlait. On espère qu'il pourra se tenir en présentiel, mais dans tous les cas, il y aura un scénario en distanciel d'envisager. Le but du coup de ces groupes de travaux, ça va être de trouver des solutions concrètes à l'échelle de votre établissement. Donc, il faut bien que vous ayez le prisme de l'établissement pour les solutions à apporter à ces 8 axes de travaux, et donc à votre échelle 3 axes parmi les 8 que vous aurez sélectionnés. Et donc, du coup, vous pourrez partager avec les ambassadeurs, les groupes de travail, et puis également avec les responsables régionaux pour vous appuyer tout au long de cette démarche. Maintenant, on a un premier temps de questions, puisque là, on a fini la partie sur l'organisation des groupes de travaux. Si vous avez, là, 30 minutes pour échanger à ce sujet-là. Comme vous l'a dit Quentin, je vous le rappelle, si vous voulez intervenir à l'oral, n'hésitez pas à mettre du coup votre nom, votre prénom, et je veux intervenir pour qu'on échange en direct. Et sinon, il y a toujours le canal de chat pour échanger. Donc, juste pour, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Donc, les axes de travail vont vous être précisés. Donc, juste après cette première phase de questions-réponses, là, c'est plutôt un échange sur si vous avez des questions sur le déroulé des séances de travail, plutôt sur l'organisation, en fait, pas tant sur le contenu des axes. Le contenu des axes, on verra après. Et puis aussi, je voulais vous préciser, j'en profite pour vous préciser que donc la formation Fresque du climat dont a parlé Pierre, voilà, si vous voulez, normalement, voilà, vous passez par nous, vous nous envoyez un message et du coup, on pourra vous répondre et vous organiser une fresque avec un vrai fresqueur, un vrai animateur qui pourra vous animer une fresque. Voilà. Et pour vos questions, du coup, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui passent par le chat, à ne pas passer par le chat, mais on vous recommande très fortement de passer par la section questions-réponses Q&R, qui nous permettent voilà, de répondre plus simplement aux questions. Alors, je me permets de répondre à une question qui est revenue dans le chat avant qu'il y ait dans le Q&R, mais pour les 8 axes, justement, ils vont être présentés juste après cette session de questions-réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous les présente tout de suite. Et Roman Tesserin qui voulait intervenir a la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. J'avais une question. Je trouve que la fresque du climat est un excellent outil, mais je trouve que le risque de faire une fresque du climat avant de lancer la réflexion, c'est d'orienter la COP2 sous le prisme uniquement du climat ou de renforcer ce prisme-là, alors que je pense que votre initiative est beaucoup plus large et beaucoup plus systémique. Alors, merci beaucoup pour votre commentaire, du coup, Romain. Je peux peut-être me permettre de répondre là-dessus, sauf si quelqu'un d'autre veut répondre aussi.
vous avez tout à fait raison de dire qu'effectivement, c'est très orienté climat et que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est pas seulement orienté climat. Donc, tout à fait raison là-dessus. On s'était simplement dit que voilà, pour une première rencontre pour un groupe, ça permet non seulement de forger un petit groupe, de voir comment les gens réagissent entre eux. Donc, on pensait que ça pouvait être une bonne première approche, en tout cas, de cohésion. Voilà, qui en plus permet de traiter des bases sur le changement climatique qui, bah, voilà, on est très peu en fait à les connaître bien. Donc, ça permet aussi de reposer des bases là-dessus. Même si tout à fait d'accord que c'est pas uniquement, on ne parle pas uniquement de climat ici. Mais voilà, c'est une proposition en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est comme vous voulez. Et il y a Jacqueline Benoît qui lève la main. Je ne sais pas si vous voulez parler, mais si oui, c'est possible aussi. Non. Patricia Aublet, dans ce cas-là, si vous voulez parler, vous avez la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfait. En fait, j'avais deux questions. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire, mais j'avais deux questions. La première, elle concerne la méthodologie. Est-ce que vous avez une méthodologie à nous suggérer pour le choix des axes parmi l'ensemble des axes? Première question. Deuxième question. Travailler à 12 sur des slots de 2 heures risque d'être compliqué pour que chacun puisse prendre la parole et qu'il y ait des échanges. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire des sous-groupes et avoir après une restitution en collectif et quitte à partager tous, bien évidemment. Mais est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à aussi imaginer un mix entre sous-groupes et tout le monde ensemble? Alors, du coup, je vais répondre à vos questions. Déjà, concernant le choix des axes, en fait, la première réunion, la réunion de rencontre, c'est aussi un temps où vous pourrez discuter, vous, sur les axes sur lesquels vous voulez travailler par rapport à votre intérêt, par rapport peut-être aussi à l'orientation de l'établissement ou en fonction des problématiques qu'il y a dans l'établissement. Et enfin, les axes sur lesquels vous serez plus à même de réfléchir. Et voilà. Et concernant le travail à 12, donc 12, vous pouvez fonctionner à 12 sur un axe et à ce moment-là, peut-être on va vous les présenter tout à l'heure, mais les axes sont divisés en problématiques. Et donc à ce moment-là, faire des sous-groupes pour étudier justement les problématiques, mais tout en restant à travailler sur le même acte. Et à ce moment-là, oui, vous pouvez refaire des retours en plénière après, enfin, par exemple au début des réunions. Vous voyez les questions? Alors, oui, personnellement, je les vois. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on va essayer de faire un tri. C'est pas évident de répondre à toutes les questions. Je peux peut-être. Ah, bah, j'en avais une, mais elle a sauté. J'ai vu une question notamment sur le. Alors, non, je l'ai perdu. Je suis désolé. C'est un peu problématique. Bon, je suis désolé, j'ai perdu la question. Donc, Dans ce cas-là, je propose qu'on donne la suite aux personnes qui lèvent la main. Et je vous invite vraiment à mettre vos questions dans la section Q et R, questions-réponses que vous avez en bas. Comme ça, on pourra y répondre au fur et à mesure de la conférence. On ne peut évidemment pas traiter toutes les questions immédiatement. Et du coup, je passe la parole à j'ai Antonin Berthe qui lève la main. Antonin, si vous voulez parler, c'est possible. D'accord. Et sinon, j'ai Claire Alterzitz. Si vous voulez parler, c'est possible aussi. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok.
Du coup, en fait, j'avais posé ma question dans le QR, mais je pense qu'elle a dû sauter. En fait, en gros, moi, j'ai un groupe de travail pour l'Université Paris-Saclay. Et du coup, en fait, 4 étudiantes, elles sont toutes en pharma actuellement. Et du coup, bah, ça ne représente pas toutes les composantes de l'université. Et je voulais savoir si c'était problématique ou pas. Si personne n'a la question, je vais y aller. Vas-y, Clémentine, je t'en prie. Non, c'est pas problématique dans le sens où ça va rester des étudiants motivés, mais dans le sens où comme vous vous inscrivez au nom de l'Université Paris-Saclay, c'est vrai que c'est un peu dommage que d'autres composantes ne soient pas représentées. Ce qui peut être fait si vous avez du monde de motivés et si d'autres étudiants dans d'autres composantes sont motivés, de faire plusieurs groupes. Et à ce moment-là, de vous organiser entre vous pour nous faire seulement un retour, mais sur plusieurs groupes. Si tu as quelque chose, enfin, si tu peux compléter ou pas, voilà, vas-y. Ok, bah merci pour le retour. Je vais essayer de faire ça, mais c'est vrai qu'avec l'échange avec l'université, ça prend du temps et j'espère juste qu'on va avoir, on va avoir assez de temps pour pouvoir comment dire, pouvoir tous se coordonner, quoi. C'est pas facile. Mais merci. Alors, il y a une question concernant donc, l'échelle des solutions à trouver. Alors, pour les solutions concrètes à trouver, en fait, c'est plutôt à l'échelle-ci d'un établissement. Elle peut être spécifique à votre établissement parce que si vous avez en gros, ça doit être des solutions qui peuvent être mises en place. Et donc, si vous réfléchissez pour votre établissement, elles vont forcément pouvoir être mises en place. Et à ce moment-là, on aura vraiment des solutions concrètes qui pourront après, en étant partagées via déjà le site et avec l'accord de Grenoble, elles vont pouvoir être adaptées à chaque établissement, mais au moins on partira d'une base qui est assez solide et une solution qui montre qu'elle pourra être réalisable. Mais sinon, elles peuvent aussi concerner n'importe quel établissement du supérieur. Je vois plusieurs questions sur cette histoire de fresque du climat qui visiblement a posé plus de problèmes qu'autre chose. Alors du coup, je vais répondre à ces deux questions en même temps. Donc il y a une première question, c'est je n'ai pas très bien compris l'utilisation de la fresque du climat en ligne. Est-ce plutôt un outil de travail ou un résumé du travail fourni à réaliser à la fin des séances de travail? Et deuxième question, c'est est-ce qu'on doit comprendre que faire la fresque du climat, c'est de créer une culture commune ou est-ce que cela peut être le départ pour imaginer des solutions? Donc, je vais répondre à ces deux questions. Alors, c'est vraiment un outil de travail qu'on vous propose. En fait, avant même de commencer à réfléchir entre vous dans le groupe de travail, c'est pour faire en fait une réunion de cohésion, si vous voulez, une première réunion, on vous propose de faire une fresque du climat, mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est quelque chose qu'on vous propose, voilà, qu'on vous met à votre disposition. Et sachez qu'en ligne, ça dure entre 2 et 3 heures, plutôt vers 3 heures. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que c'est plutôt pour créer une culture commune ou est-ce que c'est le départ pour imaginer une nouvelle solution? La réponse, c'est plutôt pour créer, du coup, en tout cas, une base commune sur l'aspect climat. Donc, c'est très centré climat, une fois de plus. Ça ne va pas vous aider à résoudre tous les problèmes qui sont posés dans les groupes de travail. Mais en tout cas, ça peut vous donner des clés de compréhension déjà sur les histoires de changement climatique qui, actuellement, ne sont pas... sont encore, voilà, sont encore délicats à comprendre pour la majorité des gens, puisque c'est normal, puisqu'on n'a pas vraiment d'éducation là-dessus. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà, donc comme ça, j'ai peut-être éclairci sur les questions de fresque du climat. Et oui, aussi, la fresque du climat est orientée du coup plutôt sur la compréhension du phénomène et non pas des propositions de solutions, même s'il existe aussi d'autres types de fresques, la fresque des solutions, voilà, qui sont en cours de réflexion, mais là, ce n'est pas l'objet de la discussion. Alors, il y a pas mal de questions qui reviennent par rapport au groupe de travail au niveau de l'animation des groupes de travail et de l'organisation. Donc, je vais répondre à plusieurs questions. Pour des idées de brise-glace, en fait, on a dans le site web qu'on donne aux ambassadeurs, on a détaillé, vraiment très détaillé,
des réunions types et des séances types. Donc, la première séance de préparation, de réflexion sur un axe, par exemple, et la deuxième séance, où on a détaillé des brises-glaces, des méthodologies de facilitation, donc d'animation des groupes de travail. Donc, tout est donné aux ambassadeurs. Et on a une seconde formation, d'ailleurs, ce week-end pour eux. Et les groupes de travail. Alors, il y avait une autre question, c'était les responsables régionaux sont-ils en contact direct avec le groupe de travail d'un établissement où seul l'ambassadeur échange avec les responsables régionaux? Donc, en fait, nous, en tant que responsables régionaux, on va vraiment avoir nos contacts qu'avec les ambassadeurs et à la limite aussi un peu avec l'établissement, donc avec le signataire d'un formulaire engagement de l'établissement. Tout simplement parce que nous, gérer les groupes de travail, ça ne va pas être possible déjà qu'on a maintenant une centaine d'ambassadeurs. Donc, on est en contact avec les 2 ambassadeurs de chaque établissement. Il y a Alain Clapier qui levait la main. Si vous voulez parler, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, c'était juste pour une petite question à propos des accords de Grenoble. En fait, quel engagement cela représente? C'est-à-dire qui va signer ces accords et en quoi les personnes qui vont les signer vont s'engager à faire quelque chose. Parce que si vous voulez, je peux bien imaginer qu'on arrive avec des idées et après, ça va renacler pour mettre en place les choses, quand ça va coûter de l'argent, etc. Donc, c'était un petit peu pour comprendre à quel engagement on pouvait faire appel après pour mettre en place les idées qu'on a eues. Bon, du coup, je m'y jette à cette question dont la réponse est encore assez complexe. Alors, donc pour les accords l'accord de Grenoble, du coup, l'idée, c'est qu'on arrive à faire des propositions sur chacun des axes. En fait, on arrive à sortir des propositions communes de tout ce qui va être ressorti dans plein d'établissements différents. Et donc, après, les établissements pourront, au choix, s'engager sur tout ou partie des propositions qui sont faites dans cet accord. Même des établissements qui n'ont pas participé au groupe de travail pourront signer l'accord. Après, pour ce qui est du suivi et mise en place des engagements, donc des engagements de chaque établissement, on a prévu de faire une passation donc, avec un... Du coup, ce ne sera plus la COP d'étudiants qui s'en occupera, on s'en occupera pour le début, et ensuite, ce sera donc du coup sur un autre projet qui est en cours de création avec une interorganisation, donc beaucoup d'organisations étudiantes pour l'instant, et une professionnelle qui est campus responsable. Les organisations étudiantes, c'est donc le REFED, donc le réseau étudiant français du développement durable. On a aussi pour un écologique, on a la FAGE, on a plusieurs associations telles que celle-ci qui nous aideront du coup à faire vraiment à suivre et à pérenniser, si vous voulez, la démarche de COP et donc du coup à suivre les engagements. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Il y aura des précisions qui vont venir là-dessus. Voilà. J'ai une Aude Distel qui lève la main. Vous avez la parole.
Oui, en fait, j'essaie désespérément, bonsoir, de vous envoyer la question dans le chat, mais je pense qu'il y en a beaucoup et du coup, voilà. En fait, ma première question, c'était au final, qui est à l'initiative en fait de cette COP2 et pourquoi Grenoble? En fait, c'est plutôt, je relais en fait des questions que j'ai eues de ma direction et aussi, vu que ça demande quand même un engagement de l'école, sachant que voilà, il y a des écoles qui travaillent déjà beaucoup sur ces sujets-là. Quel sera derrière le retour en fait pour une école parce que voilà, même en termes de communication et ce genre de choses, est-ce que parce que voilà, est-ce qu'à un moment les écoles qui participent pourront présenter des choses au moment des accords de Grenoble ou pas? Enfin voilà, c'était un peu l'aspect retour pour les écoles et qui est à l'initiative. Et aussi, vous parlez de campus responsable, mais pourquoi pas aussi avoir mis dans la boucle le CIRSES, qui est l'organisme qui gère le label des DRS, des établissements d'enseignement supérieur, et qui propose une démarche qualité en fait sur le DDRS et qui permet en fait, en proposant un outil d'autodiagnostic à chaque établissement de se positionner et ensuite d'entrer ou pas dans une démarche de labellisation. Voilà. Ça fait beaucoup de questions en un seul bloc, mais voilà, merci. Je vais prendre cette question-là, je vais soulager un peu nos intervenants. Je me présente, je suis Florent Vince, le président de la COP d'étudiantes. Alors, pourquoi Grenoble et qui est à l'origine du projet? À l'origine du projet, c'est des étudiants qui sont grenoblois, justement. C'est un projet qui est voilà, d'origine 100% étudiante, qui s'est monté. Ceci dit, aujourd'hui, on a des partenaires, on travaille notamment avec la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles. On est bien inséré dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, mais voilà, c'est une initiative étudiante. Pourquoi Grenoble? Le projet s'est monté à Grenoble et voilà, là, ça a été facile de recruter une équipe pour organiser ça à Grenoble l'année dernière. Donc, ça aurait pu être n'importe où ailleurs. C'est vrai que quand un projet comme ça à une échelle nationale, on travaille à une échelle nationale et que ça ne se passe pas à Paris, ça interpelle toujours un peu, mais non, voilà. après, je ne plaide pas forcément pour Paris, mais je me demandais pourquoi Grenoble. Je me demandais s'il y avait la métropole qui était derrière aussi, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau de la métropole. Voilà. D'accord. Alors, bon, la métropole n'est pas à l'origine du projet, c'est un soutien financier de notre projet, effectivement, aujourd'hui, mais ça s'est fait, voilà, c'est parce que le projet est né à Grenoble et que c'était un partenaire facile à démarcher que ça a été le cas. Mais voilà, Grenoble, parce que ça s'est trouvé comme ça, parce qu'il s'est trouvé que les étudiants qui sont à l'origine du projet voilà, étaient tous grenoblois. La suite de la question, c'était, on a inclus campus responsable dans la boucle. Pourquoi pas CIRSES? Oui, vas-y, Quentin. Je suis désolé, Flo, juste pour précision aussi sur Grenoble, on voulait, voilà, pour une fois qu'il y a un événement qui se passe en dehors de Paris par rapport à l'écologie et l'enseignement aussi, donc c'était assez chouette de pouvoir voir ça. Bon, après, cette année aussi, du coup, capitale verte européenne, donc du coup, Grenoble. Il y a aussi des événements qui ont lieu, donc il y a le Gamo Vert et puis aussi la Biennale des villes en transition qui aura lieu donc juste avant le week-end juste avant notre événement. Donc cette année, Grenoble est aussi une ville assez active finalement dans tout ce qui est manifestation autour de l'écologie. Voilà, je voulais compléter. Hein. C'est bon. Okay. Et pour ce qui est du label CIRSES, on travaille effectivement avec eux aussi. On s'appuie beaucoup sur ce qui est label des DRS. On est en contact avec le CIRSES. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'aller marcher sur la plate-bande et de faire un truc en parallèle. L'idée, c'est de catalyser un peu ce qui peut se faire dans les différents établissements. Quand il y a un groupe de travail sur le même sujet qui existe déjà dans un établissement, on ne vient pas amener notre groupe de travail à côté, mais on cherche bien à se greffer là-dessus et à travailler en synergie. C'était surtout aussi l'occasion de promouvoir ce label qui, voilà, pour que ça décolle bien, quoi. Ouais. Voilà. Et il y avait encore un aspect sur les écoles. Est-ce qu'il pourrait y avoir des interventions de la part directement d'un ambassadeur de l'école au moment des accords de Grenoble, ou ça va vraiment est-ce que voilà, quel retour en fait comment on pourra communiquer nous sur notre participation, ou est-ce que les étudiants feront ce travail-là, les ambassadeurs, enfin voilà, c'était aussi ça.
Alors, pour ce qui est de comment ça se déroulera effectivement au moment des 10 avril de l'accord de Grenoble, c'est encore en cours de construction. Tout d'abord parce que ça dépend de si ça se fait en présentiel, en distanciel, et ça dépend de la situation sanitaire sur laquelle on a évidemment très peu de visibilité maintenant. Donc, ça se construira au fur et à mesure en fonction de l'évolution et des décisions qu'on prend. Dans tous les cas, à la fois la présence d'un groupe de travail, des membres d'un groupe de travail ne sera pas obligatoire lors de la restitution des 10 avril, mais tous les établissements, les établissements en tout cas qui souhaiteraient restituer leur travail eux-mêmes auront l'opportunité de le faire. Comment ça sera? Est-ce qu'on désigne les ambassadeurs d'office? Est-ce qu'on laisse le choix de qui représentera l'établissement à la discrétion des groupes de travail ou pas? On ne peut pas encore vous le dire, c'est encore en cours de réflexion. Ça dépendra de la jauge en fait de la jauge qu'on peut avoir et donc de la situation sanitaire. Dans tous les cas, il y aura des adaptations en distanciel de prévues aussi. Mais dès qu'on a plus d'infos, elles vous seront transmises par l'équipe organisatrice. Ok, merci beaucoup. Et pour ce qui est donc des questions et réponses par écrit, on y répond au fur et à mesure. Hein. On fait aussi vite qu'on peut, mais voilà. Et s'il y a à nouveau des questions en direct, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat ou à lever la main. Il y a pas mal de questions autour de qui doit signer le formulaire d'engagement établissement, le rôle des ambassadeurs qui reviennent aussi. Je vais refaire un point rapidement. Donc, les ambassadeurs, en fait, nous, la COP et les responsables régionaux, on a essayé de contacter le maximum d'établissements, donc en fonction des contacts qu'on avait, pour recruter des ambassadeurs, justement, et pour avoir ce lien privilégié avec les établissements et avoir un lien aussi étudiant, puisque la COP2, elle est avant tout organisée par des étudiants, et donc on veut les mobiliser au maximum. Pour le formulaire d'engagement établissement, c'est un formulaire qui se trouve en ligne au même titre que le formulaire ambassadeur pour prendre contact avec nous. Et en fait, ça engage juste l'établissement. En gros, ça nous indique surtout que l'établissement fait un groupe de travail et suit aussi un peu l'avancée de son groupe de travail et est au courant qu'il y en ait un dans son établissement pour qu'on ait un engagement un peu plus haut que seulement les ambassadeurs et le groupe de travail en lui-même. Et le rôle des ambassadeurs, ça va être vraiment nous, on va leur fournir tous les outils nécessaires pour encadrer les groupes de travail et les mettre en place, gérer les réunions, nous faire des retours et nous faire des retours sur toutes les réflexions qu'il y a eu aussi. Donc l'ambassadeur a vraiment ce rôle d'organisateur en fait aussi au niveau des établissements. Ouais. Et je voudrais aussi répondre à une question là, que j'ai vue qui était posée. Donc, qu'attendez-vous par solution concrète? Est-il possible d'élargir le spectre des solutions plus ambitieuses, quitte à envisager une mise en place graduelle sur plusieurs années? Alors, quand on parle de solutions concrètes, voilà, alors effectivement, il y a des exemples qui peuvent je peux vous donner des exemples d'actions, par exemple, qui sont disons concrètes et qui sont sur une temporalité très courte puisqu'il suffit de le décider pour le faire, quoi. Typiquement, je sais pas, on va prendre un exemple sur le quota carbone, par exemple, par étudiant, pour limiter parce qu'on essaie de promouvoir toujours l'interculturalité, mais en même temps, il y a ce problème d'empreinte carbone des étudiants. Pourquoi pas instaurer un quota carbone? Voilà, ça se fait par exemple dans les écoles, dans mon école du coup à l'INP. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se décider comme ça un jour et qui est potentiellement qui peut se mettre assez rapidement en place. Il y a aussi des solutions sur une temporalité beaucoup plus longue, par exemple des questions plutôt sur la transformation des formations. Donc là, ça va être comment créer en fait pas seulement un module dans un enseignement, mais carrément tout un cursus en fait complet qui intègre tous les enjeux écologiques
dans une formation transdisciplinaire. Donc ça, c'est des questions beaucoup plus complexes. C'est des questions de transformation des formations, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut prévoir un programme pour ça. Et l'action qu'on attend derrière, c'est de dire, nous, on va prévoir un programme justement pour transformer ces enseignements. Et on sait que d'ici 5 ans, voilà, on aura ça qui sera mis en place. Ça, par exemple, c'est une action sur plutôt du long terme. Donc ça sera à vous de les définir quand vous aurez réfléchi entre vous. Mais voilà, je vous ai donné 2 exemples d'actions, une plutôt très, très court terme et une plutôt long terme. Puisqu'il n'y a pas de prise de parole, du coup, j'en profite aussi pour répondre à une autre question. Je vois une question, comment peut-on communiquer sur l'engagement de nos écoles dans la COP2 étudiante? Ça, c'est à vous de voir. Je pense qu'on va vous fournir des kits de communication dans peu de temps, parce qu'on en a, en fait, on pourrait vous les fournir. Nous, on a prévu déjà sur le site de mettre à jour, en tout cas, les logos du coup, des écoles qui sont déjà engagées qui sont en tout cas qui sont inscrits sur les formulaires. Voilà, après, normalement, on devrait vous fournir des kits de communication justement pour pouvoir faire de la communication là-dessus. J'en profite encore pour répondre à une autre question. Du coup, j'ai vu. Donc, bonjour, est-ce qu'il y aura un suivi du respect des accords par les établissements signataires? Les accords auraient-ils une valeur contraignante? Donc, du coup, c'est une COP. Malheureusement, on ne peut pas réellement être contraignant. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez être contraignant, c'est plutôt comme le protocole de Kyoto et vous voyez que ça ne marche pas non plus. Du coup, non, ce n'est pas contraignant. Si vous voulez, c'est plus proche d'une recommandation. Après, voilà, si on vous a donné les outils pour, on vous donne l'accès, on vous donne des idées pour réfléchir ensemble. Et après, voilà, derrière, c'est compliqué pour nous d'être contraignant. On peut pas faire ça. En plus, on n'a pas on veut dire politiquement, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, effectivement, voilà, après, c'est à vous de voir. Du coup, j'enchaîne sur les questions. Hein. Vous me dites si je parle trop. Du coup, je vois une question. Existe-t-il des COP d'étudiantes dans d'autres pays? La COP étudiante, d'ailleurs, en fait, si vous voulez à proprement parler de COP entre étudiants, enfin, comme on l'organise là, c'est la première fois que ça arrive. À ma connaissance, il n'en existe pas dans les autres pays. Alors, il existe des COI, donc c'est les Conference of Youth, c'est les conférences qui ont lieu avant les COP, traditionnellement, voilà, avec plutôt des jeunes, mais c'est plutôt sur des questions donc très ouvertes, hein, comme dans les COP. C'est pas uniquement sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, en tout cas, des COP comme celle-ci, non, pour l'instant, c'est la première fois. Voilà. Je pense que le temps de questions est dépassé. On a dépassé la demi-heure largement, je pense. On peut reprendre le fil de la présentation. Donc là, on va présenter les différents axes, comme vous le demandiez tout à l'heure. On va contextualiser un petit peu le pourquoi ces axes-là.
le contenu en fait, de la documentation qu'on va vous proposer. Et donc, pour le volet 1, c'est Clémentine qui va commencer la présentation. Donc, concernant le volet 1, c'est toutes des problématiques qui touchent autour de former la génération de demain. Je vais les prendre un par un à un et vous expliquer un peu le contexte et pourquoi on a choisi, expliciter les problématiques. Premier axe, enseignement formé aux enjeux écologiques. En fait, la problématique qui se pose actuellement, c'est que les enjeux écologiques déjà sont... la connaissance sur les enjeux écologiques est là, mais on n'est pas tous formés et il n'y a pas vraiment d'expertise au niveau enseignant pour pouvoir avoir une démarche comme dans le cadre de formation, donc enseignant-apprenant. Et donc, en fait, il va falloir réfléchir à comment enseigner justement ces thématiques et comment les amener au niveau de l'enseignement. Comment on va pouvoir le mettre en place, donc quelle nouvelle pédagogie on va pouvoir mettre en place pour qu'on puisse co-construire et puis apprendre ensemble, puisque en matière de climat, on a un peu tous nos sensibilités et nos connaissances. Et autant, on a tous, on peut tous apprendre des autres en matière de climat. En fait, une fois qu'on aura pu répondre à cette question-là de comment mettre en place, qu'est-ce qu'il faut amener comme connaissance et comment le faire, il va falloir réfléchir à la manière dont on va généraliser cet enseignement pour que tout le monde puisse être sensibilisé et apprendre par rapport aux enjeux écologiques et environnementaux, notamment autant enseignants qu'étudiants, que la direction, que l'administratif, que le personnel. Donc vraiment que ça touche toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur et aussi dans tous les domaines, donc quelle que soit la formation qu'on puisse faire. Et enfin, ça va être aussi pour la dernière problématique, de voir comment on peut continuer à se former et se former continuellement parce que les enjeux écologiques évoluent de plus en plus rapidement, mais évoluent toujours et donc on a toujours à apprendre en fait des enjeux et toujours à apprendre pour mieux répondre et mieux les appréhender. Donc dans la documentation que vous allez avoir, vous allez pouvoir trouver quelques pistes d'établissements qui ont déjà mis en place des réflexions sur les maquettes pédagogiques pour réfléchir à la pertinence de certains modules et certains enseignements. Vous trouverez aussi des pistes de nouveaux cours concrets à mettre en place, notamment la Green University, qui est une formation de 2 semaines. Donc, vous trouverez toutes les infos dans la documentation. Et aussi concernant des actions transversales qui sont un peu plus portées actuellement par des associations et donc, des actions de sensibilisation pour vraiment, en parallèle de la formation, donner tous les outils de sensibilisation. Et un dernier point par rapport à la formation continue, la manière de s'auto-former et de se former ensemble sur ces enjeux-là. Donc voilà pour l'axe sur l'enseignement. Mais quand on réfléchit aussi à l'enseignement, il y a un autre problème qui se pose, c'est par rapport aux enjeux environnementaux. Il y a aussi tous les risques qui seront à venir, donc comme la crise qu'on vit actuellement et qui tendra peut-être des crises de genre-là qui tendront peut-être à se multiplier, et d'autres risques comme alimentaires, migratoires ou écologiques, donc comme les catastrophes naturelles. Et donc ça va être de réfléchir à comment vraiment concrètement réfléchir sur quels enseignements on doit garder, on doit absolument transmettre, quels savoirs on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on peut continuer à enseigner dans des situations dégradées, qu'est-ce qu'on ne peut pas. En fait, la manière dont on va réfléchir à quel enseignement on va pratiquer et comment face à tous ces enjeux-là et à tous les risques. Et parce qu'en fait, on le voit actuellement par la crise, on réagit à l'urgence et dans l'urgence. Et comme on sait là pertinemment que les risques environnementaux vont se multiplier et vont approcher, il faut qu'on soit capable de prévoir plus que de réagir à l'urgence. Et la deuxième problématique se tourne plus autour de
de ce qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, il y a beaucoup l'exemple de la crise sanitaire actuelle. Donc, c'est comment préserver la santé physique et la santé mentale à long terme des étudiants face aux crises, parce qu'un enseignement ne se fait pas dans des situations trop dégradées non plus. Donc, c'est comment les garantir tout simplement. Dans la documentation, vous allez avoir accès à des notes de l'UNESCO, des notes sur l'éducation en temps de Covid, sur les bonnes pratiques un peu à avoir, etc. Aussi des points sur l'enseignement à distance, un peu les bonnes pratiques du télétravail. Et aussi un petit point sur la situation des étudiants, donc leur santé mentale qui est très dégradée et qui sera difficile à retrouver, je pense. Et aussi la mobilisation des étudiants en santé, qui est aussi un enjeu auquel on doit une problématique auquel on doit réfléchir, parce que là, ils ont été mobilisés en masse et sans préparation et dans des conditions très dégradées. Donc, ça va être de réfléchir à comment on va pouvoir les préparer eux aussi en tant que personnes qui vont pouvoir être mobilisées aux pathologies et à tous les risques qui vont venir. Par rapport, on a aussi eu un retour au dernier webinaire de Gérald, donc de la conférence des grandes écoles, qui disait qu'actuellement, face aux risques environnementaux, rien n'était vraiment prévu et il n'y avait pas de réflexion concrète sur la manière dont on pouvait aborder ces risques, dans l'enseignement en tout cas. Concernant l'axe de travail 3, donc lui, ils sont plus sur la recherche, donc mieux comprendre pour mieux agir. Donc là, il y a un peu trois thématiques aussi différentes. La première, ça va être donc comment sensibiliser les scientifiques eux-mêmes à réfléchir et à agir de leur côté dans la transition écologique. Donc ça va passer par la recherche qui est orientée donc, sur les enjeux sur l'environnement et sur les enjeux environnementaux, mais aussi ça va être autour d'une réflexion sur l'éthique, sur une certaine éthique de la recherche, à savoir si certains domaines de recherche sont vraiment cohérents avec les enjeux à venir et qu'est-ce qu'on fait avec les domaines de recherche qui, eux, ne sont pas cohérents par rapport aux enjeux environnementaux et climatiques. Donc, il y a aussi j'en ai un peu déjà parlé, mais ça concernait plus la deuxième problématique par rapport aux enjeux, la recherche sur les enjeux climatiques en eux-mêmes. Mais il y a tout aussi une problématique aussi parce que ces enjeux sont systémiques et donc c'est aussi réfléchir à la manière dont on va pouvoir coordonner les recherches et mieux mettre en valeur l'interdisciplinarité des connaissances et des recherches qui doivent être menées par rapport à ces enjeux-là. Et concernant donc, la troisième problématique, donc là, ça va être plus au niveau de la manière dont la recherche est menée en elle-même, les outils qui sont utilisés, donc en fait, quel impact environnemental à la recherche, et donc ça va être comment réduire cet impact-là et la rendre plus cohérente, rendre la recherche plus cohérente avec les enjeux, et quels indicateurs pourraient être mis en place pour mesurer ces impacts. Dans la documentation, vous trouverez un tour sur un peu une aperçu sur le domaine de la recherche en règle générale, aussi sur la part de la recherche qui est dédiée à la recherche sur l'environnement, les enjeux climatiques, écologiques et solidaires, et aussi un point sur les outils de calcul par rapport à l'impact de la recherche. Aussi l'exemple de certains laboratoires qui ont mis en place une charte. Donc vous allez voir comment elles sont mises en place et en quoi elles consistent précisément. Et aussi une réflexion autour du rôle et de la place des chercheurs dans la société. Le questionnement d'une éthique de la recherche. Donc tout ça, ça va être que des pistes
c'est des pistes qui ont déjà été explorées. Et enfin, une introduction aussi au domaine des low-tech parce que c'est une manière de recherche qui commence à émerger un petit peu. Donc le 4e axe, lui, s'intéresse plutôt au travail et donc à l'insertion professionnelle et aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Alors la première question, ça va être plutôt... actuellement, on voit que les étudiants se préoccupent beaucoup plus de l'emploi et du sens que leur emploi aura et de la cohérence entre leur emploi et les enjeux climatiques et environnementaux. Et donc, une question qui se pose, c'est comment favoriser ce lien entre les entreprises qui s'engagent à avoir des démarches plus cohérentes aux enjeux et plus éthiques aussi. Donc, c'est comment favoriser ce lien-là. Ensuite, ce sera plutôt au niveau... La deuxième problématique, elle se centre plus sur la manière dont on pourra mettre en place une vraie réflexion sur l'impact des débouchés des formations. Donc, en fait, c'est réfléchir à l'impact environnemental des formations en fonction des secteurs dans lesquels elles s'inscrivent. Partant de ça aussi, ça va être de réfléchir à comment transformer celles qui ne sont pas cohérentes aussi. Pour la troisième question, il y a déjà un maillage professionnel qui existe et qui est assez conséquent dans l'enseignement supérieur et de la recherche et avec le lien avec les entreprises. Mais maintenant, il va falloir réfléchir à comment intégrer ce maillage-là dans une... qui est compatible donc, avec les limites planétaires et c'est conscientiser dans la manière de mettre en place un maillage professionnel le fait que il y a des limites planétaires et qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on soit cohérent avec ça. Et comme on réfléchit beaucoup par rapport à la formation, donc former les futurs actifs, il y a un décalage qui se crée un peu entre ce qui est demandé par les entreprises et par le secteur professionnel et la manière dont on est formé. Et donc là, ça va être un peu de réfléchir à comment on va donner des outils aux futurs actifs pour identifier leur marge de manœuvre au sein des entreprises, pour savoir comment elles vont pouvoir accompagner la transition des entreprises et quels sont en fait concrètement leurs leviers d'action dans les entreprises. Donc comme ça, on agit au niveau professionnel, donc du côté des entreprises, et au niveau des futurs actifs pour que l'écart entre les deux soit aussi moins grand. Dans la documentation, vous aurez des exemples des outils de sensibilisation qui ont pu être mis en place dans les entreprises et aussi quelques exemples d'accompagnement des entreprises dans des démarches dans des bonnes conduites, entre guillemets. Et aussi une introduction à l'économie circulaire francilienne, donc, qui concerne toute la création de synergies entre les entreprises. Donc, ça va vraiment être une vue sur le comportement, comment ça se passe dans le milieu professionnel actuellement. Concernant le dernier axe, elle se concentre plus sur la diversité et l'inclusion, ouvrir le campus. Donc en fait, dans la démarche par exemple de la COP de étudiants, donc on va vraiment, on réfléchit à une manière de transformer les formations et l'emploi, l'enseignement supérieur et de la recherche pour que ce soit plus cohérent avec les enjeux climatiques et environnementaux, donc pour qu'on soit dans une démarche plus saine. Mais si on persiste dans les oppressions qui sont actuellement en place et qui sont ancrées dans notre société, notre démarche n'aurait pas vraiment de sens et elle se doit aussi de prendre en compte la lutte contre les oppressions. Et donc, c'est le but de cet axe.
Donc, ça va être de réfléchir à comment favoriser donc, la solidarité dans l'enseignement supérieur, donc, même en règle générale et plus particulièrement dans un contexte de transition. Comment favoriser donc, une meilleure intégration et représentation de la diversité étudiante, enseignante et personnelle d'établissement donc, au sein des campus. Et donc, ça va vraiment se tourner autour d'une comment en fait sensibiliser à toutes ces discriminations et oppressions. Et la dernière question, donc, c'est comment se former pardon. Là, on retourne un peu plus sur la formation sur les enjeux écologiques, et donc ça va être de comment toucher tout le monde sans discrimination de secteur, sans discrimination de niveau d'études ou de technicité, pour que la formation aux enjeux écologiques soit vraiment disponible partout, sans là aussi reproduire des oppressions qui peuvent exister. Dans la documentation, vous aurez accès donc, à des exemples d'initiatives solidaires qui ont été mises en place dans l'enseignement supérieur, notamment par rapport à la précarité. Et ensuite, des exemples sur donc, la lutte contre les oppressions donc, notamment l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et l'accès aux formations aux étudiants en situation de handicap. Donc là, ça passera surtout par la présentation de chartes qui ont été mises en place ou de baromètres pour évaluer, de baromètres. Et aussi un peu l'exemple de projet à la Sorbonne et aussi d'une désir qui vont être un petit peu détaillés dans cette documentation. Donc voilà pour le premier volet. Je vais pouvoir passer la parole à Pierre-Marie pour le second. Super, merci. Alors du coup, pour le volet 2, qui sera de construire le campus, on aura 3 axes qui sont un petit peu plus, à une échelle un peu plus grande et sur lesquels il est peut-être un petit peu plus difficile d'agir. Pour ce qui est de l'axe 6, de construire le campus en termes de transition et de protection de l'environnement, en fait, l'idée depuis 2012, avec le sommet de Rio, la France dirige les établissements de l'enseignement supérieur vers l'excellence, incite ces établissements sur son territoire, en tout cas, vers l'excellence, en cherchant bien sûr la cohérence, puisque c'est quand même multifactoriel. Il y a beaucoup d'éléments et de parties prenantes à prendre en compte. Donc, de la recherche à la pédagogie, le souhait, c'est quand même qu'il y ait une certaine exemplarité dans la gestion environnementale et sociale, en fait, du campus, tout simplement. Puisque, pour vous rappeler, mais vous en êtes tous autant les uns que les autres, mais sur les campus, c'est quand même là où la moitié des citoyens de demain sont quand même formés. Donc, ces questions-là sont tout à fait importantes. Et donc, cette exemplarité, par contre, s'incarne par la mise en œuvre de référentiels déjà existants, sur lesquels on se base notamment et dont on vous parlera dans les différentes documentations, comme le référentiel DDRS, ancien plan vert, dont nous vous parlions tout à l'heure, en réaction à une question. Et il y a également l'organisation de colloques internationaux, des labellisations et des initiatives plus locales qu'on vous proposera dans la documentation. Concernant cet axe 6-là, la documentation, donc, il y aura des notions qui sont attrait à la notion d'éco-campus. Comme dans tous les axes également, on parlera de la réglementation, si elle est existante, s'il y a des travaux en termes de réglementation sur ces sujets-là. Et évidemment, pour ne pas partir de rien, on a fait des recherches sur les initiatives déjà existantes, sur la transition énergétique, la biodiversité, les plans de verdure, et bien sûr la conception de campus de manière la plus durable possible. Donc, pour vous orienter, en tout cas, on vous propose, comme sur tous les axes, quelques problématiques que je vais lire avec vous. Donc, la première qui est quelles sont les solutions pour une transition énergétique à la hauteur des enjeux. Donc, tout ce qui est sobriété, efficacité et énergie renouvelable sur les campus. Comment est-ce qu'on peut développer et protéger la biodiversité sur les campus, sachant effectivement que chaque campus a ses particularités. Il y a des campus qui sont implantés en pleine aire urbaine, en plein centre-ville, et des campus qui sont un petit peu plus ruraux et dans lesquels les leviers d'action ne seront pas du tout les mêmes. Et enfin, pour cet axe-là, comment améliorer la conception du coup de ces campus et la gestion du patrimoine, qu'il soit architectural ou naturel.
Donc, ce sont des questions de structure de campus qu'on vous propose en tout cas pour orienter votre réflexion. Ensuite, en ce qui concerne l'axe 7, Clémentine, si tu veux passer l'axe, s'il te plaît, merci, qui correspond à consommer sur le campus de manière instinctive. Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne sais pas quel est votre prisme, mais quand on parle de consommation sur le campus, je pense plutôt à la consommation alimentaire dans un premier temps. Effectivement, vu le nombre de personnes qui sont présentes sur les différents campus, la consommation alimentaire est un enjeu particulier puisqu'il y a différentes problématiques sur ce sujet-là, qui est déjà d'avoir un approvisionnement de denrées alimentaires saines, d'une agriculture durable, et puis bien sûr abordable par les prix. On voit notamment aujourd'hui avec la crise sanitaire que les budgets des étudiants n'ayant plus accès à des restaurations universitaires ont leurs budgets qui ont explosé. Donc voilà, il faut garantir un accès à l'alimentation de manière qualitative, mais aussi par le prix, le plus possible. Et puis ça engendre bien sûr tout type de déchets, que ce soit des déchets alimentaires. Et sur le deuxième type de consommation, on a également des déchets électroniques. J'ai découvert en fait cette consommation-là en travaillant sur cet axe, la consommation numérique, qui est en fait assez cachée, mais dont on prend de plus en plus conscience aujourd'hui. On va réfléchir à comment être sobre numériquement parlant, quels sont les outils les plus performants et les plus efficients en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comment coder de manière sobre. Il y a des cours qui se développent sur ces sujets-là. Donc, comment, à l'échelle de l'établissement, de la formation, on peut agir sur notre impact numérique et environnemental, et également sur l'impact alimentaire sur l'environnement et bien sûr sur les étudiants en termes d'accessibilité et de qualité. Donc, comme pour les axes précédents, on vous propose 3 problématiques. Donc, la première, comment tendre vers la sobriété et plus de circularité dans la consommation et la gestion des déchets sur les campus. Ensuite, restauration sur le campus, comment favoriser l'alimentation saine et durable tout en garantissant l'accessibilité des prix, ce que je vous ai résumé tout à l'heure. Et enfin, quelles sont les stratégies pour réduire la pollution numérique liée au fonctionnement des campus? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout se numérise de plus en plus et on n'a pas forcément l'information sur l'impact du numérique sur l'environnement. Et ce sont des biais cachés sur lesquels il faudra travailler. En termes de documentation sur cet axe-là, il y aura un tour de loi de la réglementation comme pour tous les axes et les mesures qui ont déjà été prises en place. Comme je vous le disais, il y a des courbes, entre autres, en développement qui initient au développement durable, mais pas de développement au sens comme on l'entend généralement, mais au développement informatique durable et sobre. Et donc, il y a des initiatives sur ce sens-là. Pour l'axe 7, c'est terminé. Et enfin, le dernier axe du volet 2, on est sur la mobilité et le territoire. Donc, comme vous le savez, les campus sont des vecteurs très denses en termes de population, sauf en cas de crise sanitaire comme nous le sommes actuellement, mais il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, qui vont de leur logement jusqu'à ces campus-là. Donc, ça nécessite beaucoup de mobilité. Et donc, on va travailler, enfin, vous allez travailler sur ces questions-là, à savoir comment organiser cette mobilité-là pour éviter justement plusieurs problématiques. Les problématiques de fluidification de la circulation dans les aires urbaines, notamment les métropoles, c'est des grandes problématiques. Et en plus de ça, on a des problématiques liées à la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Donc, on vous incite à travailler là-dessus, sur un campus avec une mobilité plus douce et un ancrage territorial important, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, il y a beaucoup de personnes qui interagissent sur ces lieux-là. Dans le contenu de la documentation, on a fait effectivement, comme d'habitude, un tour des réglementations qui existent, des initiatives qui sont prises sur le territoire, dont vous pourrez vous inspirer. Et il y a également une présentation du coup, des leviers d'action disponibles et des retours d'expérience du coup, de France Mobilité qui sera également accessible. Et bien sûr, la question un petit peu épineuse et à laquelle vous allez devoir idéer, mais dont Clémentine parlait déjà, c'est la question des mobilités internationales aujourd'hui. Effectivement, le poids de carbone d'un voyage en avion est très fort. Et donc, du coup, comment résoudre ces problématiques-là par des quotas carbone ou ce genre de choses. Ce sera à vous, en tout cas, de réfléchir sur ce sujet-là.
Et donc, pour terminer sur les problématiques de cet axe-là, on vous propose la première de comment accompagner le changement d'habitude de déplacement autour du campus tout en garantissant l'accessibilité des prix. C'est comme pour la consommation, le prix reste important hein, pour tout ce qui est étudiant. En deuxième problématique, comment valoriser les expériences interculturelles tout en se souciant de l'empreinte carbone des étudiants. Et enfin, quelles solutions pour ouvrir davantage l'enseignement supérieur vers les quartiers défavorisés et favoriser les connexions entre le monde universitaire et les milieux qui en sont plus éloignés. Donc, c'est des problématiques qui vous orientent, hein, ce n'est pas stricto sensu, vous pourrez aller plus loin si vous avez le temps en tout cas. C'est simplement pour vous orienter. Voilà. On a fait le tour des 8 problématiques, des 8 axes en tout cas. Là, du coup, on va clore. Si vous avez, je vais passer la parole à Florent et Quentin s'ils veulent ajouter un mot et si vous avez des questions sur l'organisation. J'anticipe si vous les questions sur les axes, on n'y répondra pas parce que ce sera justement tout le sujet de la réflexion. Donc, pour ne pas vous orienter, déjà là, en faisant de la contextualisation, on a donné pas mal de sujets et d'apports, mais on vous laissera réfléchir sur ces sujets-là et puis apporter des réponses de votre côté. Mais si vous avez d'autres questions sur l'organisation de ces groupes de travail, on peut prendre un petit peu de temps encore aujourd'hui, tout de suite, pour y répondre. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et puis, j'espère que vous avez idée de manière générale. Merci Pierre pour ta belle présentation du coup. Voilà, donc comme il a très bien dit, voilà, donc on peut encore, on a un petit temps là encore de réponse à vos questions si vous en avez. Et je reprécise encore une fois de plus, hein, pas sur les axes de travail, mais plutôt sur l'organisation, le déroulé des séances, les outils, voilà, des choses. Alors actuellement, on a reçu déjà 65 questions auxquelles on a essayé de répondre, on a tenté de répondre. Donc voilà, si les réponses si vous n'êtes pas satisfait des réponses qu'on vous donne, ou alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi lever la main pour demander la parole. Ou alors vous pouvez aussi donc mettre une question, vous mettez votre nom, votre prénom et vous mettez « Je veux prendre la parole » et on vous donnera la parole. Donc, je vois une question à laquelle je vais répondre. J'en profite que j'ai la main pour l'instant. Du coup, une question, c'est les ambassadeurs qui choisissent les axes. Donc, est-ce que ce sont les ambassadeurs qui choisissent les axes ou alors est-ce que ce sont les ambassadeurs qui se concertent avec l'équipe? Alors, effectivement, il faut une concertation. C'est pas, on n'est pas dans une dictature, on évite. Voilà. Donc, vous êtes dans un groupe de travail. L'idée, c'est de se concerter et de réfléchir ensemble. Donc, tout à fait, c'est en équipe qu'il faut voir ça. Et je reprécise aussi au cas où ce ne soit pas clair, mais les ambassadeurs sont vraiment là, ils sont externes au groupe de travail, ils sont là vraiment pour aider, pour faciliter la discussion. Et une autre personne parmi les ambassadeurs sera là pour vraiment faire la prise de notes. Voilà, donc c'est un peu original dans le sens où ce sont les étudiants qui, du coup, vont aider à la facilitation, mais c'était aussi ce qu'on voulait, c'était un peu mettre tout le monde sur un pied d'égalité, un peu changer les règles classiques, on va dire, du jeu, où d'habitude ce sont plus en général des personnes, par exemple naturellement, ça serait plutôt des personnes à la direction qui prendraient la parole ou qui peut-être voudraient animer. Là, c'est plutôt des étudiants. Donc, juste pour être clair sur ce point aussi dans les groupes de travail. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, donc je vais laisser la parole.
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ok. Première question, c'est pour les ambassadeurs, parce que vous venez de parler de leur rôle, et en fait, je me demandais comment on pouvait être à la fois ambassadeur et du coup être un petit peu extérieur au débat et juste manager et prendre des notes, et à la fois pouvoir rendre compte auprès des coordinateurs de la COP, euh, de bien rendre compte, sachant que les ambassadeurs, du coup, ils ne travailleraient pas, on va dire, en dehors des réunions, parce qu'il y aura forcément du travail en dehors des réunions. Donc, sans être au courant de tout ce travail un petit peu hors champ, comment bien rendre compte. Et aussi une deuxième question qui était par rapport aux axes, parce qu'il faut en choisir 3. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, n'en choisir que 2 si on prend le premier axe sur l'enseignement supérieur, qui est vraiment assez énorme, si on prend un petit peu l'option sur 5 ans d'un changement général de toutes les plaquettes, de toutes les maquettes. Et voilà, c'est mes questions, si c'est compréhensible. Alors, je prends la parole du coup merci pour ta question, Julien. Donc, si j'ai bien compris, la première, c'était plutôt sur le rôle des ambassadeurs. Effectivement, ils peuvent pas. C'est vraiment pas des gens qui prennent part c'est vraiment pas des personnes qui prennent part au débat enfin, en tout cas, pas activement, sans donner une opinion personnelle en fait. C'est vraiment des facilitateurs. C'est la différence entre l'animation et la facilitation. La facilitation, c'est vraiment en extérieur au débat et on va tenter de faire émaner voilà, des choses, des idées, des discussions entre les gens. Donc pour ça, d'ailleurs, il y a des formations qu'on donne aux ambassadeurs. Il y en a eu une vendredi dernier, il y en a une samedi dernier, pardon, il y en a une vendredi prochain. Voilà, donc, et après pour les... je crois que j'ai répondu à la question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la première. Il me semble que c'était ça. Et pour la seconde, du coup, Florent, si tu as un élément de réponse. Oui, c'était la question sur les axes de travail, c'est ça, le choix des axes de travail? Alors effectivement, c'est pour parer à ce phénomène qu'on a volontairement divisé les axes de travail en 2 volets. Donc un volet plus axé formation, un volet plus axé campus, en demandant de choisir 2 axes dans le premier volet et un axe dans le deuxième volet. Ça permet de limiter ce phénomène. Maintenant, s'il s'avère que néanmoins il y a certains axes qui sont plus choisis que d'autres, dans ce cas-là, il y aura plus de propositions, plus de recommandations sur certains axes de travail que sur d'autres, ce qui ne paraît pas forcément problématique dans la mesure où on a un résultat. Avoir plus de personnes, plus de groupes de travail qui réfléchissent sur un même axe, ça permet aussi de faire ressortir plus de propositions. Donc voilà, mais on a effectivement cherché à limiter ce phénomène avec la séparation en 2 volets. Je peux reprendre la parole rapidement? Oui, pardon. C'est juste pour la question des axes. Ce que je demandais, c'est si on pouvait en prendre 2 au lieu de 3, si la charge de travail imposée par ces 2 volets, par ces 2 axes, est vraiment énorme. Bien sûr, si jamais vous estimez que 3, c'est pas jouable pour 2 travail, il vaut mieux traiter 2 axes de travail correctement que 3 axes dans le rush. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et dans l'autre sens, si jamais votre groupe de travail avance bien et que vous souhaitez traiter plus que 3 axes de travail, ce sera volontiers aussi. Là-dessus, on prône vraiment la flexibilité. On préfère avoir des groupes de travail qui ont des fonctionnements adaptés, mais pertinents, efficaces, qu'un fonctionnement industriel de chaque groupe de travail. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça, effectivement. Je me permets de prendre une question du coup qui est assez longue, qui en tout cas est bien expliquée et merci d'ailleurs pour l'explication.
Du coup, je vais en profiter pour répondre en direct. Donc, il y a toute une introduction sur la loi Grenelle de 2019 qui prévoit déjà un plan vert propre à chaque établissement. Et dans ce cadre, du coup, par la CPU et la CGE, qui ont élaboré un référentiel, donc développement durable. Le comité développement durable de la CPU, le groupe de travail développement durable de la CGE, des associations étudiantes, donc le REFED, on l'a cité tout à l'heure, ont rédigé en référence au plan vert en partenariat avec les 2 ministères de la Recherche et de l'Écologie. Ce référentiel constitue un outil permettant de mettre en œuvre puis d'évaluer l'état d'avancement et de la pertinence des actions menées en matière de développement durable. Donc, il y a effectivement dans ce référentiel 5 domaines d'action prioritaires, référentiel sur lequel d'ailleurs on se base pour nous, nos axes de travail, et sur lequel aussi se base le grand baromètre du coup de progrès écologique. Donc, c'est stratégie, management et gouvernance participative, politique sociale et ancrage territorial, gestion environnementale, formation et recherche. Et la question est, que pouvons-nous attendre de plus de l'accord de Grenoble, alors que le plan vert de la loi Grenelle prévoyait déjà de fortes actions prioritaires? Alors, déjà, donc, pourquoi on a décidé un peu de faire ça? En fait, cette question un peu, c'est pourquoi on a décidé de faire un accord de Grenoble. Bon, parce qu'effectivement, il existe déjà donc un label, donc le label des DRS. Il existe déjà en fait une liste de recommandations qui a été établie par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui n'est pas encore sortie. Enfin, en tout cas, le rapport n'est pas encore officiellement sorti. Voilà. Donc ça, on s'est dit que ce n'était pas non plus forcément une bonne idée. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet accord. Et qu'est-ce que ça apporte en plus? Et bien là, ce que vous avez comme force en plus, c'est la mobilisation des étudiants et des étudiantes. C'est-à-dire que là, dans les plans d'action qui étaient prévus, c'était réfléchi du côté institutionnel, du côté des institutions, du côté éventuellement des enseignants-chercheurs, mais pas avec les étudiants. Et là, nous, ce qu'on propose dans cette COP, c'est d'inclure plus de monde, notamment les étudiants, qui en fait composent une majorité des personnes qui sont dans les institutions d'enseignement. Donc, c'est la force en fait de la COP, c'est de proposer une initiative dans laquelle les étudiants et les étudiantes peuvent s'engager et aider dans la réflexion et dans la mise en place, puisque c'est ça qui pêche un peu, quoi. Je propose de répondre à la question de Ninon Lédet. Comment mesurez-vous la charge de travail quant à la participation des administratifs, étudiants et enseignants au groupe de travail? Nous, on propose effectivement un format de réunion de 2 heures qui nous paraît le plus efficace. C'est ce qu'on a imaginé. Maintenant, la charge de travail, c'est la charge de travail que chaque membre du groupe de travail peut et veut bien mettre. Surtout, ça demande au préalable, dans l'idéal, ça demande au préalable la lecture des ressources qui sont transmises et commencer peut-être personnellement une réflexion en amont sur les axes de travail qui ont été choisis par le groupe. Et puis après, ça demande du coup le temps des réunions des groupes de travail. Les ambassadeurs se chargent de la prise de notes et de la transmission d'informations aux responsables régionaux. Donc, ça, ce n'est pas du ressort des membres du groupe de travail. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Dans tous les cas, on peut et on veut évidemment pas vous forcer à consacrer plus de temps que vous ne voulez bien donner à la COP par semaine. Donc, c'est vraiment le temps que vous pouvez mettre et que vous voulez mettre là-dedans. Je me permets de compléter un petit peu, la question nous est sûrement revenue de la charge de travail de cette charge de travail. Et on s'est dit aussi que si par exemple vous aviez plus d'institutionnels ou d'enseignants ou même d'étudiants qui pouvaient s'engager mais moins longtemps, vous pourriez tourner en fait dans votre groupe de travail et faites en sorte quand même que une personne fasse toute la réflexion sur un axe et ne change pas en plein milieu d'un axe. Mais vous pouvez toujours imaginer que vous ayez 6 personnes donc pour une même partie prenante et que pour le premier axe, pour le deuxième axe, une personne du premier axe n'est plus là, mais que vous la remplaciez. C'est quand même quelque chose qui peut s'envisager. Marianne Demézel qui lève la main, vous pouvez parler si vous voulez. Oui, vous m'entendez là?
Très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien, ça va, parce que comme je suis sur le téléphone, que je n'ai jamais testé. Bonjour, Marianne Domézel, ex-Marseille Université. Moi, je voudrais intervenir sur 2 points. D'abord, sur les thématiques, enfin, je trouve que votre découpage est super intéressant. Et sur les thématiques, je voudrais juste il faut être vigilant parce qu'il y a des thématiques qui ne pourront pas être réglées exclusivement à l'université. Je pense en particulier sur l'alimentaire et sur la mobilité. Donc, il faut y penser quand on propose des solutions. Ça, c'est mon premier point. Par contre, je voulais réagir par rapport à la question au regard du référentiel des DRS et du plan vert, etc. Donc d'abord, il faut savoir que, à ma connaissance, très peu d'universités, parce que je connais le monde universitaire, ont mis en place le référentiel. Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans la COP2 étudiante, c'est vraiment les propositions qui vont émaner des étudiants. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les mettre en place nécessairement. Il y a certainement des propositions qui seront utopiques, d'autres qui pourront être mises en place. Mais en tout cas, c'est un autre regard. Et à mon sens, ce n'est pas en compétition avec le référentiel, mais au contraire, à mon sens, c'est complémentaire. De plus, le découpage que vous avez fait n'est pas celui du référentiel. Voilà, je voulais juste réagir par rapport à ça. Allô ? Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Oui, bah, ça nous fait plaisir. Effectivement, bon, le découpage a été réfléchi depuis l'année dernière déjà, donc avec des étudiants, des enseignants-chercheurs, beaucoup, effectivement. Et effectivement, la COP d'étudiantes est née en parallèle de systèmes similaires qui pouvaient déjà exister pour peut-être renforcer le sentiment d'inclusion de toutes les parties prenantes voilà, ce sentiment d'inclusion des étudiants n'était peut-être pas assez fort ou ressenti assez fort chez les étudiants dans les autres systèmes existants. Donc vous avez tout à fait cerné la singularité de la COP2 là-dessus, et effectivement. Tout à fait, et je rajouterais même que, du coup, merci pour votre intervention, et même d'ailleurs sur ce point de l'implication des étudiants, en fait, aujourd'hui, alors je suis désolé, il y a une perturbation, un micro qui doit rester ouvert. Ah ben, c'est peut-être moi, coupez-le moi parce que je suis sur le téléphone, je ne sais pas comment faire. Ouais, très bien, merci. Oui, sur le point des étudiants, je voulais revenir dessus parce que en fait, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus, c'est-à-dire que ces histoires d'enjeux en fait, écologiques, de transition écologique, c'est très complexe, c'est très systémique, et ça ne fait pas si longtemps que ça que tout le monde s'y penche sérieusement. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate, c'est que, en tout cas, nous, c'est des retours qu'on a eus en enseignant-chercheur, de directeurs d'école aussi, que souvent, en fait, les étudiants et les étudiantes sont plus à même de savoir, d'apporter des lots de solutions sur les questions qu'on pose que parfois d'autres personnes. Donc en fait, c'est aussi un grand avantage, on pense, de cette COP. Et effectivement, la remarque aussi sur tout ce qui est alimentation et gestion des mobilités, effectivement, ça se gère à l'échelle d'un territoire, et ce n'est pas seulement les parties prenantes qui sont dans les groupes de travail, donc les enseignants, les institutionnels et les étudiants qui vont pouvoir répondre à ces questions. Effectivement, il faut se mettre en lien. Donc après, pour l'alimentation, c'est avec le Crous souvent. Pour les mobilités, ça dépend du département, de la région, de la ville, de la municipalité. Donc ce sont des questions qui sont même plus larges. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est surtout impulser une prise d'action, de décision, et voir tout ce qui peut émaner de là. Après, sur la mise en place, en fait, il y a 2 phases, si vous voulez, dans les groupes de travail. Il y a la première phase vraiment de brainstorming, et la deuxième phase qui est vraiment une phase où on réfléchit à la mise en place. Et donc là, il y a toute une stratégie qui doit être réfléchie par le groupe de travail, mais pas seulement, ça peut aller plus loin. Et voilà, l'idée, nous, c'est d'impulser ensuite des dynamiques pour que dans les années qui suivent, il y ait des choses palpables qui soient faites, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, je m'excuse pour l'erreur, mais effectivement, on nous a déjà demandé, il y a plusieurs établissements qui nous demandaient si du personnel du Crous pouvait participer au groupe de travail. Donc évidemment, oui, même encouragé, parce que justement, ces questions autour de l'alimentation, c'est
c'est tout à fait pertinent qu'ils soient dans les groupes de travail. Alors, il y a eu une question sur la forme des restitutions, la manière dont on allait recueillir les propositions et que ce soit facile à synthétiser. En gros, pour les ambassadeurs, on leur donne vraiment énormément d'outils et on a des templates de micro-synthèse, entre guillemets, qu'on va leur fournir et qui vont être à remplir. Donc, on a vraiment prévu plein d'outils pour que nous, on ait une restitution, qu'on puisse recueillir les propositions de manière assez simple et assez synthétique aussi. Alors j'en profite pour répondre aussi à une autre question que je vois, donc qui animera les groupes de travail. Vous avez dit que les ambassadeurs sont des facilitateurs et non pas des animateurs. Je croyais que c'était justement les ambassadeurs qui animent. Donc je vais répondre à cette question maintenant. Alors non, ce ne sont pas les... Alors il y a une différence en fait subtile entre l'animation et la facilitation. En principe, l'animation, c'est quand vous... donc c'est comme de la facilitation, sauf que vous êtes inclus dans le débat. C'est-à-dire que vous pouvez donner votre avis personnel. Le problème de ça, c'est que du coup, les gens vont attacher beaucoup d'importance en fait, à ce que vous dites et vous aurez un poids plus fort, même si vous n'avez pas envie. Donc c'est pour ça qu'en fait, on précise bien que c'est de la facilitation. Donc en théorie, voilà, c'est pas quelque chose de facile, mais en théorie, un facilitateur ne doit pas donner son avis personnel lorsqu'il pose une question ou il ne doit pas faire de remarques. Normalement, il ne fait juste que travailler les interactions entre les différents membres des groupes de travail. Voilà. Donc c'est différent de l'animation qui, elle, consiste plutôt en donc je facilite, plus je peux donner mon avis, mon opinion personnelle. Et voilà. Je propose de répondre à la dernière question qui reste dans les questions et réponses, et puis après, peut-être qu'on voudra clore, sachant que si jamais il vous reste des questions par la suite, vous pouvez toujours nous écrire ou nous contacter par mail ou par téléphone. Vous avez les coordonnées sur le site internet de la COP. Donc, pour la question sur l'atelier 8 et le plan de déplacement imposé par les communautés de communes ou agglomérations de communes, ouais, effectivement, hein, dans les ressources qui vous seront données, Pierre-Marie l'a précisé, le cadre légal est toujours rappelé. Et donc, justement, il s'agira de travailler et de réfléchir à tout ce sur quoi l'établissement peut avoir une autonomie, une marge de manœuvre, sans pour autant, évidemment, aller contre ce plan de déplacement. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, ça sera défini à l'aide des ressources et des groupes de travail. Quelle est exactement la marge de manœuvre, la latitude qu'ont les établissements vis-à-vis de ça, et connaissant cette marge de manœuvre, sur quoi on peut agir et comment. Voilà. Quentin, je te laisse conclure. Très bien, merci. Oui, alors, bon, pour les questions, je pense qu'on a à peu près tout répondu, donc c'est bon. Juste aussi une petite précision, il y a pas mal d'axes de travail aussi qui sont assez complexes, dont vous verrez, il y a moins de ressources, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très on va dire nouvelles, notamment sur tout l'aspect, l'axe de travail, voilà, sur le numéro 2, sur la santé et les risques environnementaux. Comme l'a dit Clémentine tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qu'on a vu dans le dernier webinaire débat où c'est, voilà, comme l'avait dit Gérald de la conférence des grandes écoles, il n'y a actuellement encore aucun système voilà, de pérennisation de l'enseignement en cas de crise sanitaire, alimentaire, migratoire, écologique. Donc ça, c'est des questions, voilà, on le sait, complexes. Tout comme dans l'axe de travail numéro 4 sur l'insertion, l'emploi d'aujourd'hui et de demain, qui sont
voilà, qui est une problématique assez, on le sait, assez tendue, puisque à la fois il y a un support financier de pas mal des institutions d'enseignement public par des entreprises privées, du coup, notamment pour organiser ensuite des forums des entreprises et des choses comme ça. Et ça, c'est un sujet qui est très tendu et qui, je pense, peut pourtant, voilà, on peut avoir une discussion. On l'a vu au débat justement la semaine dernière entre Fabrice Bonifay, qui est directeur développement durable chez Bouygues, et justement qui pouvait entendre nos remarques et nos questions, et qui justement nous a encouragés à débattre sur ces questions, à discuter, à échanger. Voilà, il est aussi président du C3D, donc le Collège des directeurs développement durable. Donc c'est plus de 180 directeurs développement durable de grands groupes. Donc c'est pour dire, il a aussi un avis assez représentatif du coup du monde, on va dire, plus corporate. Et justement, il a invité à la discussion là-dessus. Voilà, c'est aussi pour peut-être un peu voilà, instaurer un cadre de discussion entre, en tout cas, on vous invite à faire ça entre les entreprises qui sont partenaires de vos institutions et vos institutions. Voilà. C'est important d'avoir des discussions là-dessus, de mettre ça dans le débat public. Voilà, c'est important. Voilà, et pour les ressources, j'ai vu que Pierre du coup a fait le partage du coup de la plateforme de ressources. Voilà, pour l'instant, les ambassadeurs ont eu une petite formation dessus et du coup, ils ne tarderont pas à vous expliquer comment elle fonctionne, cette plateforme. En gros, elle vous permettra d'échanger les bonnes pratiques entre établissements. Donc, c'est assez pratique. C'est un échange en direct, mais ça vous permet de voir aussi comment travaillent les autres établissements, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qui est fait. Voilà. Et donc, en plus, sur cette plateforme, vous avez toutes les ressources que nous, on vous a listées. Voilà, on a pris... vous verrez, toutes les sources sont citées, on en a beaucoup. Tout ce travail d'ailleurs a été fait en partie pendant les vacances de Noël, donc je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de la COP2 parce que franchement, c'était pas une tâche facile, et merci beaucoup pour tout ça. Du coup, Clémentine, je te laisse très vite terminer là-dessus. Oui, c'était juste par rapport à la plateforme. Si vous allez chercher maintenant les ressources, elles ne sont pas maintenant disponibles, elles le seront d'ici la fin de semaine. Juste le temps de mettre le site à jour et de faire les 3 derniers modifs. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Voilà. Sur ce, merci beaucoup à vous tous d'être venus ce soir. C'est la première étape d'un beau projet et on n'a pas de doute que grâce à toutes vos bonnes volontés et à tous les groupes de travail, ça va donner quelque chose de très chouette. Donc voilà, si vous avez encore une fois d'autres questions, propositions, quoi que vous avez des contacts sur notre site internet cop2étudiante.org, donc n'hésitez pas surtout à nous contacter dans ce cas-là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée. Si, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.